Bonjour à toutes et tous, nous sommes le mercredi 10 juin, c'est le 57e numéro de votre émission À l'air libre. Aujourd'hui, je la présente avec ma collègue Rachida El Azouzi. Bonjour Rachida, comment vas-tu et de quoi vas-tu nous parler dans ton plateau? Salut Fabien, tout va bien. Je vais vous parler de l'Algérie. On va se concentrer sur la répression qui sévit et qui a été accélérée par la pandémie de coronavirus. On va dialoguer avec un ancien détenu du Hirak, un militant politique qui vient d'être libéré de prison, Hakim Aded, et en direct d'Alger. Et puis on aura en direct de New York un exilé, un journaliste algérien exilé aux États-Unis. Très bien, merci Rachida. À tout à l'heure. Donc, auparavant, je recevrai pour ma part Benjamin Théoul de notre partenaire le DOC. On va parler municipal et on va parler de la campagne la plus folle de France, paraît-il, à Montpellier. Dans cette émission, vous allez aussi retrouver l'humoriste Tani qui nous a confié la minute détente du jour et puis nos deux compères des confinautes qui clôtureront cette émission. Je vous rappelle les deux adresses où vous pouvez nous écrire: alerlibre@mediapart.fr pour vos témoignages, covid@mediapart.fr pour vos informations et documents d'intérêt général. Voilà, à l'air libre numéro 57, c'est parti. La campagne la plus folle de France, c'est ainsi que notre invité du jour a qualifié la campagne municipale à Montpellier. Vous le savez, dans Mediapart, à l'air libre, nous chroniquons ces municipales hors normes qui vont se dérouler avec le second tour le 28 juin. Et aujourd'hui, on va parler de la capitale de l'Hérault avec toi, Benjamin Théoul du DOC. Tu es directeur du DOC, qui est notre partenaire indépendant dans le Grand Montpellier. Bonjour. Bonjour Fabien, bonjour à tous les internautes. Alors avec toi, on va revenir sur le second tour qui oppose le maire sortant Philippe Sorel, le socialiste Mickaël Delafosse et l'homme d'affaires Moed Altrad. C'est sur ce dernier que nous allons nous arrêter sur la base d'un article qui est signé de toi, que nous avons donc consacré à cette figure et surtout à l'alliance assez atypique qui s'est nouée autour de lui, puisque derrière cet homme qui préside le club de rugby de la ville, il est assez connu pour cette raison-là, se coalisent des écologistes dissidents menés par Clotilde Ollier, le mouvement municipaliste Nous Sommes et les soutiens de l'humoriste Rémi Gaillard. On va parler de tous ces personnages, mais une première question pour que chacun ait les bons repères. Cet attelage électoral, sur le papier, combien il pèse et est-ce qu'ils ont une vraie chance d'emporter la ville? Alors, sur le papier, cette alliance assez incongrue, elle représente 27% des voix exprimées lors du 15 mars. Sauf que c'est sur le papier. Imaginez une chance de l'emporter. Voilà, en politique, la politique n'est pas des mathématiques. Du coup, ces 27% ne seraient pas forcément à additionner aux plus de 13% qu'a recueilli le chef d'entreprise Moed Altrad lors du premier tour des municipales. D'accord, donc les 27 dont tu parles, hein, c'est le trio que j'ai mentionné qui est Tout à plutôt fait. marqué à gauche et Oui, qu'il faudrait donc ajouter aux 13 du fameux milliardaire Altrad, hein. exactement, oui. Donc, oui, effectivement, si on prend le papier, Moed Altrad devrait être le favori de l'élection, mais en réalité, il n'en est rien, puisque l'enjeu sera de créer un nouvel électorat, vu que le mouvement municipaliste Nous Sommes, dans cet accord, risque de perdre des électeurs. Idem pour la dissidente écologiste leader de la liste L'écologie en commun. Et peut-être même Moed Altrad, qui, dans les dernières semaines de sa campagne, a attiré un profil, un électorat plus proche de la République en marche. Et cet électorat-là ne risque pas forcément de se retrouver dans cette curieuse alliance. Donc l'enjeu, c'est vraiment créer un nouvel électorat. Très bien. Alors, parlons un peu plus de la figure d'Altrad, qui est une figure controversée. Le doc a documenté les consultations politiques qu'il a faites au centre et à droite, des pratiques de management dans son entreprise, cette fois assez autoritaires, voire brutales. Le journal Le Monde a aussi raconté comment il laissait sans salaire des employés confinés de ses filiales
dans le Golfe. Alors le groupe a déjà commencé à réagir et à se défendre. Mais bon, question toute simple, encore une fois, pour tous ceux qui ne connaissent pas la scène politique montpelliéraise, comment se fait-il que des forces marquées à gauche, je pense plus spécifiquement aux écologistes et au mouvement Nous Sommes, aient rejoint cet homme d'affaires-là plutôt que donc le candidat socialiste, soutenu aussi officiellement par Europe Écologie Les Verts, ou peut-être qu'il faut poser la question inversement, pourquoi ce candidat de gauche estampillé était si repoussoir pour ces trois listes-là? Alors déjà, il faut remettre cette élection municipale dans le contexte sanitaire du 15 mars. C'est-à-dire qu'il y a eu un taux de participation médiocre, 35% à Montpellier. Du coup, il y a une question sur la légitimité du scrutin. On voit que, par exemple, Rémi Gaillard ou même la liste Nous Sommes, à quelques centaines de voix près, elle pouvait se retrouver qualifiée au second tour. Du coup, il y a eu un sentiment chez ces personnes d'être un peu désavouées et finalement, elles militaient toutes pour qu'il y ait un nouveau premier tour, par exemple en septembre. Bref, on ne va pas refaire l'histoire, mais ce contexte fait que cette alliance a voulu peser. Elle s'est entretenue à plusieurs reprises avec les forces de gauche incarnées par Mickaël Delafosse, mais cela n'a jamais abouti parce que ce groupe a voulu un partage du pouvoir et une répartition équilibrée des places éligibles. Et ensuite, par rapport à Mickaël Delafosse, c'est quand même au-delà de sa personne, où je pense qu'il n'y a pas vraiment de problème avec sa personne, mais il est le candidat d'un parti qui reste aujourd'hui au niveau national repoussoir et qui aujourd'hui au niveau national, voilà, il a du mal à être accepté par toute une nouvelle génération de trentenaires, de quadragénaires, et il représente aussi un héritage sur la ville, avec peut-être pour ce public-là la nécessité d'enclencher une forme de rupture à la fois sur l'écologie et à la fois sur la gouvernance par rapport à un poids du socialisme municipal qui dure sur la ville depuis quasiment 1977. Ouais. Alors, justement, ces forces de gauche-là, qui se veulent peut-être en rupture justement avec ce socialisme municipal dont tu parles, est-ce qu'elles forment, avec, donc ce fameux Rémi Gaillard et ce fameux, Moed Altrad, le milliardaire, est-ce qu'elles forment une coalition anti-système? C'est ce que Rémi Gaillard, l'humoriste, donc défend. Alors il a des prises de parole avec beaucoup de métaphores sexuelles que je vais vous épargner, dans l'émission, mais en substance, il parle d'Altrad comme un cheval de Troie pour pénétrer le système. Mais alors, de quel système parle-t-on? Parce que autant on parlera en fin de plateau de Georges Frêche, on voit à peu près pourquoi on pouvait parler de système. C'était quelqu'un de très puissant pendant des années. Là, le maire sortant qu'on a évoqué en tout début, Philippe Sorel, il a l'air quand même plutôt isolé, à la fois dans sa ville, à la fois dans la métropole. Donc, contre quel système se battent ces gens et cette coalition atypique? Ouais, déjà, Philippe Sorel et Mickaël Delafosse ont un point commun. Ils sont originaires du même parti. On revient une fois encore sur le CPS. Parti socialiste. Voilà. Et ils sont aussi deux anciens adjoints du maire précédent, Hélène Mandroux. C'est peut-être ça. Il y a une filiation aussi, un héritage avec Georges Frêche. Alors, Philippe Sorel était adjoint du défunt Georges Frêche. Mickaël Delafosse, non, mais pourtant, il a quand même fait sa campagne lors des régionales de 2010, qui a eu droit à un documentaire. Et mis sur la liste de Mickaël Delafosse, on retrouve la fille de Georges Frêche, Julie Frêche. Donc voilà, c'est peut-être C'est ce les restes d'un système-là. système alors. C'est ça, c'est peut-être le rêve d'un système. Et aussi, il y a eu l'impression pendant cette campagne, avec beaucoup qu'on retrouve d'ailleurs dans d'autres territoires, dans d'autres métropoles, sur un problème de la vitalité de la démocratie locale. Et le système, c'est le poids pour arriver et intégrer ces institutions où, au niveau local, les métropoles ont d'énormes compétences. Les transports, l'urbanisme aujourd'hui, voilà. Et c'est sur la métropole qu'on a le pouvoir pour agir sur l'échelle locale.
D'accord. Alors, on a raconté un peu dans Mediapart, dans le doc, l'originalité du mouvement Nous sommes, donc qui fait partie de cette alliance, derrière, Altrad. Eux, ils se définissent comme municipalistes. Il y a beaucoup de militants insoumis, qui sont dans ce mouvement. Certains disent même que c'est, un faux-nez, de la France, insoumise. Ça passe sur la page Facebook de ce mouvement, un visuel a été montré sur les quatre fantastiques, hein, qui forment l'alliance dont on parle. Donc c'est une vision un peu pop de ce qu'on décrit depuis le début de cet entretien. C'est une image qui a voilà, suscité pas mal de controverses, évidemment, je ne fais pas très sérieuse, on va dire, par rapport à l'élection, mais ça, c'est plutôt la forme. Et sur le fond, il est clair que à l'intérieur même de ce mouvement, qui est quand même plutôt marqué à gauche et du côté d'une envie de démocratie locale, comme tu le dis, ça a été assez tendu entre une minorité assez forte, si j'ai bien compris, qui ne voulait pas de cette alliance avec Altrad, et puis finalement une faible majorité qui l'a emporté. Quelle est ta lecture, toi, de ce qui s'est joué à l'intérieur de ce mouvement qui était quand même assez original dans cette campagne? Oui, oui, ce mouvement a clairement bousculé la campagne par sa communication, pop, parce que cette affiche-là, il y en a eu d'autres précédemment, par, des actions coup de poing, et par vraiment ce souci de vouloir remettre la démocratie locale au centre, de la campagne. Donc ce mouvement a apporté un véritable vent de fraîcheur, malgré son inexpérience avec, peu de professionnels de la politique, sur un thème municipaliste, mais aussi clairement populiste. Ce n'est pas un jugement de valeur. Certaines personnes au sein du mouvement assument clairement cet ancrage populiste. Et aujourd'hui, l'idée, ce qui se jouait pour le mouvement, c'est est-ce qu'on restait en dehors de la partie avec nos 9,2% recueillis le 15 mars, avec la frustration que l'élection ne soit pas déroulée dans un contexte entre guillemets normal. Est-ce qu'on reste en dehors? Quel est l'avenir de notre mouvement qui a impacté pendant 6 ans si on reste en dehors du jeu? Ou est-ce qu'on va chercher le pouvoir et entre guillemets des places? Et une grande partie, une majeure partie en tout cas du mouvement, s'est décidé pour aller conquérir le pouvoir, aller conquérir des sièges pour faire du rapport de force et pour essayer aussi d'impacter sur la vie des habitants. Après, il restait le choix et il y a eu un blocage, finalement, une fin de non-recevoir, un non-retour avec les forces de gauche. Du coup, ils se sont Oui, oui, repliés. c'est-à-dire parce qu'on on peut comprendre que, c'est vrai comme tu l'expliquais, hein, Delafosse, c'est finalement les vieilles élites, locales et donc dans une posture, populiste, on comprend qu'ils puissent critiquer des élites qui ont capté le pouvoir comme ça pendant tant d'années, qui ont peut-être dépossédé en partie les Montpelliérains de leur pouvoir. Mais ce qui surprend quand même, c'est qu'ils se retrouvent avec une autre forme d'élite qui vient des milieux d'affaires et on a discuté j'ai évoqué plutôt les controverses qu'il y a sur les méthodes de management dans sa propre entreprise de Moed Altran. Très Donc, dur, oui. j'imagine que tout ça a quand même créé des remous. Oui, oui, ça a créé des remous, mais pour l'instant, ces remous n'ont pas débordé encore sur la place publique et on semble se diriger vers une sorte d'acceptation. Ces derniers jours, le mouvement Nous sommes fait des petites vidéos pour vraiment expliquer sa démarche. Alors, je ne sais pas si elle convaincra leurs propres supporters ni même leurs électeurs, mais en tout cas, le début de semaine que nous venons de traverser, chez Nous sommes, était plutôt l'heure à la pédagogie, pour expliquer qu'aujourd'hui, ils avaient obtenu un nombre d'élus suffisant pour faire du rapport de force contre ce chef d'entreprise qui détient un groupe au nom éponyme et qui est une des plus grandes fortunes d'Occitanie et de France, vu qu'il est milliardaire. Ouais, Donc, leur argument, c'est, voilà, on va prendre le pouvoir. Moed Altrad nous propose un partage du pouvoir et nous sommes suffisamment nombreux pour le jour où Moed Altrad dérape, on peut lui faire blocage. C'est ce qu'ils estiment. Après, peut-être, seul l'avenir nous pourrons dire s'il y a eu un leurre ou de la naïveté. D'autres estimeront qu'il y a plutôt de l'opportunisme mal placé pour tout simplement avoir des sièges et des indemnités d'élus. alors dernière question puisque c'est un peu
peut-être pas l'éléphant dans la pièce, mais un peu la figure qui plane au milieu de tout ça, celle de Georges Frêche, l'ancien maire socialiste de la ville pendant des années, hein, qui est décédé depuis. Est-ce que tu peux nous expliquer brièvement pourquoi cette figure-là a été si centrale pour Montpellier et pourquoi surtout, 10 ans après sa disparition, c'est toujours une sorte de chaos politique local? Est-ce que finalement il a beaucoup régné, mais peut-être pas laissé beaucoup, d'héritage. Est-ce que tu dirais des choses comme ça? Oui, bah, Georges Frêche était vraiment un professionnel de la politique, une bête politique. Et quand il voyait une personne émerger, il la mettait en opposition avec un autre élu et il en jouait. Et je pense qu'il n'a jamais vraiment préparé sa succession. Georges Frêche, c'est une période qui correspond au socialisme municipal avec l'ère de la décentralisation. Et aujourd'hui, Montpellier, comme d'autres métropoles, sont extrêmement plutôt bien équipés en termes de transport en commun, par exemple, 4 lignes de tramway, en termes d'équipement culturel. Et aujourd'hui, depuis sa disparition en 2010, alors qu'il était président de région, oui, il y a une espèce de flottement où on se demande aujourd'hui quel est le destin, à quoi une métropole comme Montpellier aspire. Est-ce que c'est accueillir sans cesse de nouveaux habitants? Est-ce que c'est le privilège d'un cadre de vie au moment où les prix de l'immobilier, comme dans d'autres métropoles, flambent, au moment où la vie devient de plus en plus chère en milieu urbain, et au moment où il y a un vrai questionnement sur l'enjeu environnemental et écologique. Donc, ces élections municipales, 10 ans après la disparition de Georges Frêche, c'est ce qui se joue. Est-ce qu'il y a un axe à gauche affirmé, mais dans une sorte de continuité? Est-ce qu'on repart avec le maire sortant qui déjà avait frondé le Parti socialiste en 2014 et qu'il avait emporté, mais dont, avec seulement 19% le 15 mars, la population ne semble pas trop avoir adhéré? Ou est-ce qu'on change complètement de braquet avec une proposition parfois un peu sur le papier loufoque, mais en tout cas complètement en rupture? Voilà, c'est ce qui se dessine pour l'enjeu du scrutin qui se déroulera le 28 juin prochain. Merci, bah, écoute, merci Benjamin. Je pense qu'on a essayé de rendre plus claire, cette situation, politique locale, qui peut paraître parfois, un peu, confuse, vue de plus loin. Je rappelle quand même le site que tu diriges, qui est le Doc. On est en partenariat avec Mediapart. Donc je rappelle pour les abonnés de Mediapart qu'ils ont un espace, avantage, s'ils veulent, découvrir, le Doc. Et puis, bah, peut-être, pour ceux qui sont pas forcément abonnés à Mediapart, je te laisse un peu, faire la promotion de ton de ton propre, site? Oui, bah, c'est pour tous ceux qui veulent faire vivre la démocratie locale, ça passe aussi par des titres qui privilégient l'analyse et l'investigation locale en toute indépendance, car la presse locale, le financement de la presse locale dépend énormément des annonceurs, des collectivités et autres institutions de type CCI. Et du coup, comme Mediapart, seuls nos lecteurs peuvent nous acheter. Donc, venez nous rejoindre, venez nombreux. Merci beaucoup Benjamin. Merci à toi. Et tout de suite, retrouver l'humoriste Tani qui nous a confié une minute détente pour À l'air libre. Salut Mediapart, moi c'est Tani, je suis humoriste et je suis très contente d'être avec vous pour le mois de juin parce que le mois de juin c'est le mois des fiertés LGBT, lesbiennes, gays, bi, trans et plus si affinité. Et moi je suis lesbienne. Alors on dirait pas comme ça parce que j'ai pas plein de tatouages, je suis pas rasée avec les cheveux bleus et surtout je suis pas blanche, mais ça existe, hein, ça existe les lesbiennes noires. Nous, les lesbiennes noires, on est un peu comme le consentement dans les films ou à la télé. On nous voit pas beaucoup, mais sachez qu'on existe. Voilà, donc je suis là, et je suis très contente hein, parce que bon, faut avouer que quand j'ai su que j'étais lesbienne, je me suis dit peut-être ça va être chaud, ça va faire beaucoup, peut-être que je vais me confiner, peut-être que je vais rester planquée. Mais on a vu que le confinement, c'est efficace un certain temps, mais toute une vie confinée, je pense que c'est dur, vraiment. Donc voilà, je suis lesbienne et noire. Lesbienne et noire, d'ailleurs, c'est marrant parce que c'est souvent deux mots que les gens ont du mal à prononcer, tu vois. Par exemple, lesbienne, moi, on préfère dire que je suis homosexuelle ou une femme avec une femme. Et puis, noire, les gens préfèrent dire black
ou faire et du coup c'est compliqué parce que moi des fois quand on parle de moi les gens disent bah tu sais Tani elle est un peu puis elle est donc je suis des fois j'ai l'impression d'être Voldemort mais voilà je suis lesbienne noire alors cette année, je suis un peu triste parce que il n'y aura pas de Gay Pride, de marche des fiertés. Hein, et ouais, ça rend un peu triste. Alors, parce qu'on a toujours des droits en fait à revendiquer, par exemple les droits pour mieux accompagner les personnes trans, les droits pour la PMA, hein, ça fait quand même 8 ans qu'on attend. Mais bon, on aura sûrement des passages piétons arc-en-ciel et ça c'est vrai que c'est cool parce que des fois moi je suis là, je suis un peu maussade dans la rue, je me dis oh j'ai pas de droits. La vie noir et blanc et tout. Et puis des fois, je vois un passage piéton arc-en-ciel et je me dis, waouh, trop cool, tu vois. That's my street. J'ai envie de traverser, de trouver du boulot, tout ça. Peut-être qu'on va lancer une télé-pride ou bien qu'on va applaudir à 20h pour les personnes LGBT. Ça serait cool, ça. Pas sûr qu'il y ait la même solidarité, mais ça serait cool. En tout cas, je voulais vous dire, Mediapart, qu'il y a un virus qu'il va vraiment falloir propager. C'est un virus d'amour et de liberté et d'acceptation de soi et des autres. Et ce serait hyper cool de le propager ce virus parce qu'en fait on n'a même pas besoin d'en guérir, c'est lui qui nous guérit. Voilà, soyez fiers et bon mois de juin Mediapart. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la seconde partie de notre émission À l'air libre. On met le cap sur l'Algérie. La pandémie de coronavirus a été l'occasion pour le pouvoir algérien de redoubler de répression. Des militants pour la démocratie, des journalistes, mais aussi des citoyens qui ont rédigé un simple post sur Facebook se retrouvent aujourd'hui derrière les barreaux. Les activistes du Hirak, le puissant soulèvement populaire qui a emporté il y a un an Abdelaziz Bouteflika, le président qui était au pouvoir depuis plus de 20 ans, sont particulièrement ciblés. Objectif pour le pouvoir, enterrer cette contestation qui dure depuis plus d'un an, empêcher les manifestations de revenir. On fait le point avec nos deux invités sur cette escalade répressive. Hakim Haddad, bonjour. Bonjour à vous, salam alaikum. Vous êtes en direct d'Alger. Vous êtes un militant politique bien connu, un activiste du Hirak de la première heure. Vous avez fondé le RAJ, Rassemblement Action Jeunesse, qui est l'une des principales associations de jeunesse en Algérie, qui conscientise, éveille à la démocratie, à la citoyenneté, aux droits humains. Vous avez été emprisonné ainsi que plusieurs de vos camarades à l'automne dernier. Vous avez été libéré en début d'année. Vous allez nous raconter cette répression. Notre deuxième invité est en direct de New York. Bonjour Abdullah Benadouda. Bonjour Rachida, je suis en direct de Providence, pas très loin de New York. Enchantée. Alors, vous êtes un exilé, un journaliste algérien exilé aux États-Unis depuis maintenant plusieurs années, depuis 2014, après avoir eu maille à partir avec votre employeur de l'époque, qui était une chaîne privée, une chaîne de télévision après avoir travaillé dans la radio publique algérienne. Et vous avez eu maille à partir avec votre employeur, mais aussi avec Saïd Bouteflika, qui est aujourd'hui derrière les barreaux et qui se trouvait à l'époque être un pilier du régime. Vous allez nous raconter tout cela. Alors, la pandémie de coronavirus vous a redonné le virus de la radio. Vous avez créé Radio Corona International, RCI, une radio pirate qui permet de diffuser le Hirak, ou en tout cas l'esprit du Hirak, par de l'Algérie, et surtout de dénoncer la répression. C'est bien pour ça que vous avez créé cette radio. Vous allez nous raconter, c'était pour dénoncer la répression qui sévissait. Des centaines de détenus d'opinion politique, manifestants du Hirak, connus ou anonymes, sont aujourd'hui en prison dans les geôles du pays. Ils sont pour la plupart en détention préventive, l'arme du régime pour criminaliser l'activité politique, syndicale, associative et aujourd'hui l'implication au sein du Hirak. Hakim Haddad, je me tourne vers vous. Vous avez enduré cette répression-là. Est-ce que vous pouvez nous raconter, donc en octobre dernier, vous êtes interpellé, arrêté. Vous me disiez même que vous avez été kidnappé. Oui, d'abord, merci pour cette émission et bonjour à notre ami à Providence.
et merci pour son et leur travail. Ce que fait le pouvoir algérien, que ce soit avant le 12-12, date des dites élections présidentielles, ou après, est dans sa nature. La répression est dans la nature du pouvoir algérien, du système algérien. Donc, ce n'est pas une très grande surprise pour nous, en tout cas militants d'avant le 22 février 2019, ce n'est pas une surprise pour nous que ce pouvoir en soit arrivé à réprimer de la sorte, même si effectivement on trouve que la répression qui sévit depuis quelques semaines, quelques mois en particulier, est bien plus importante et bien plus forte que ce qui était le cas du temps des années Bouteflika et du bouteflikisme, même si la répression était toujours présente. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Vous avez été interpellé, arrêté, vous avez passé plusieurs mois. Moi, comme vous l'avez dit, je suis donc un militant politique, entre autres fondateur de l'association RAGE, et comme tout citoyen algérien et citoyenne algérienne, j'étais impliqué effectivement dans le Hirak, dans les mobilisations, dans les marches du vendredi, du mardi, mais aussi dans d'autres initiatives, des manifestes, des collectifs, etc. Et quand le pouvoir algérien a décidé d'aller vers les élections du 12 décembre, les élections dites présidentielles, après la première vague d'interpellations et de répression très forte et d'emprisonnement de dizaines de jeunes Algériennes et Algériens pour le port de l'emblème Amazir, il est passé à une deuxième phase qui nous a touchés, que ce soit moi ou en effet effectivement d'autres membres de l'association RAGE, on était une dizaine en prison, membres de l'association RAGE actifs dans cette association. Racontez-nous les conditions d'interpellation. Racontez-nous les conditions d'interpellation. Les conditions, en fait, oui, vous l'avez très bien dit, c'est un kidnapping. C'était un vendredi, le vendredi 4 octobre, la veille du 5 commémoratif des événements de 88. On avait fini moi, j'avais déjà été interpellé à 12h30, 13h. J'avais passé 2 heures au commissariat, dans un commissariat d'Alger. Ensuite, ils m'ont enlevé les documents, etc. et ils m'ont relâché. J'ai pu participer à la fin des manifestations du vendredi et en allant boire un café à la fin de la manifestation avec 3 autres amis et camarades membres de l'association, 4 gaillards se présentant membres de la gendarmerie nationale sont venus et nous ont interpellés, nous ont tout simplement kidnappés du café. Il y avait dehors 4 véhicules qui attendaient pour 4 personnes interpellées. Donc, on était ciblés. Il n'y a rien eu pas d'autre mot que simplement vous nous suivez en nous tirant avec eux. Et ça a duré, avant d'être présenté au procureur, ça a duré 72 heures. Et ensuite, vous avez passé combien de mois derrière les Donc ensuite, nous avons été présentés devant le procureur, ou censé être le procureur de la République, plus le juge qui a émis nous a mis en mandat de dépôt. Nous avons passé exactement 92 jours, en ce qui concerne en tout cas, 3 mois de prison. Et de la même manière que nous avons été arrêtés, ça veut dire sans aucun respect d'aucune procédure de loi judiciaire, policière ou autre. Le 2 janvier, ils sont venus dans nos cellules, en tout cas moi dans ma cellule, puisque j'étais en cellule d'isolement avec d'autres membres, en l'occurrence le président de l'association Abdelwahab Felsaoui. Ils sont venus nous sortir de la geôle, nous présenter devant un juge dans un simulacre de procédure judiciaire et ils nous ont mis en liberté provisoire et jusqu'à ce jour, on n'a toujours pas été présenté, il n'y a toujours pas eu de procès. Donc, c'était un emprisonnement bien évidemment illégal, c'est abusif bien évidemment et on était accusé, ne rigolez pas, d'atteinte à la sûreté de l'État et à l'intégrité de l'État plus exactement et à vouloir fomenter des manifestations simplement parce que nous participions, comme d'autres millions d'Algériennes et d'Algériens, à ces manifestations et que nous donnions nos avis et nos orientations dans la mesure du possible sur les réseaux sociaux, principal support pour le Hirak. Alors, à quoi ressemble la vie derrière les barreaux en Algérie? À quoi ressemble le jour, la nuit en prison? Vous étiez détenu, je précise, à El Harrach, qui est une prison dans la banlieue d'Alger où dort une partie du clan Bouteflika, ainsi qu'une ribambelle d'anciens ministres et d'oligarques déchus. Peut-être les avez-vous croisés? Vous me dites que vous étiez à l'isolement. Ouais, comment ça ressemble? C'est une prison. Il y a peu de barreaux, mais beaucoup de murs.
murs très très épais, très très humides, surtout à l'entrée de l'hiver. C'est une prison qui a la particularité d'être une prison de passage. Ça veut dire qu'elle est surchargée, vraiment j'insiste. Je pense qu'il y a le double, minimum le double de personnes qui doivent y être incarcérées. Elle est faite il y a plus de 2500 détenus. La vie est très 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 difficile pour tous les détenus, pas seulement pour nous, prisonniers d'opinion ou prisonniers politiques. La vie est très très difficile. Juste pour vous donner un petit exemple, moi j'avais, je dirais même le privilège d'être quelque part en cellule d'isolement avec une autre personne. Les autres membres, les autres prisonniers, les autres détenus du Hirak étaient dans des salles de 50-55 lits et matelas où ils mettent 80 à 90 personnes dans ces salles et où les gens dorment par terre. Moi, avant d'être mis en cellule d'isolement, j'ai passé 7 jours exactement dans ces grandes salles. Je les ai passés malgré mon âge. À même le sol, il n'y a même pas de matelas, donc c'est vraiment des conditions très très difficiles. Particulièrement, j'insisterai sur les gens qui passent leur temps de détention dans ces grandes salles. En ce qui me concerne, j'ai été mis après 7 jours en cellule d'isolement sous prétexte que, paraît-il, que j'avais été responsable d'une association, etc. J'ai été mis entre autres avec le président de l'association RAJ, avec un autre journaliste, d'autres personnes y compris arrêté du temps du Hirak, Samir Belarbi, Fodel Boumela, un autre journaliste qui a été libéré depuis, en l'occurrence Sofiane Marrakchi, etc. Il y avait effectivement dans les cellules proches de nous ou au-dessus, au premier étage, des membres de Aïsaba, des membres du gang, comme cela est communément dit. J'en ai rencontré effectivement certains, j'en ai vu et croisé certains, j'en ai rencontré un en particulier à l'infirmerie, en l'occurrence l'ancien secrétaire général, ancien du FLN, ancien ministre, etc., en l'occurrence Ould Abbas. Il y avait, je ne l'ai pas vu, mais d'autres détenus collègues l'ont vu. Il y avait Ahmed Yahya, ancien multiples fois Premier ministre, qui était, bon, il n'y avait pas de contact avec nous. Moi, j'étais en détention avec les enfants du dirigeant de l'ancien patron de la police algérienne, les enfants, j'ai oublié le nom de la personne, voilà, qui est Hamel, voilà, merci, les 3 enfants de Hamel, l'ancien patron de la police algérienne. Donc voilà, c'est des conditions de détention très dures. Voilà, c'est une prison où il faut prendre un peu il faut avoir beaucoup de patience. Et comme disait un collègue détenu, bah, c'est une journée, c'est la semaine en prison, c'est une journée. Vous la photocopiez, pardon, 6 fois. Voilà, c'est la même chose. On a 2 heures de promenade dans une cour la matinée et privilège de ceux qui sont mis en isolement 1h30 de supplémentaire après-midi, donc ça nous fait 3h30. Tout le reste du temps, nous le passons dans une cellule où on est à 2 ou à 3, ça dépend des cellules. Voilà, j'allais dire, excusez-moi l'expression, à lire ou à compter les mouches ou à penser à ce qui se passe dehors. Vous êtes militant depuis plusieurs décennies. C'était la première fois que vous finissiez en prison? C'était la première fois que je faisais le passage par la case prison, effectivement. J'avais malheureusement goûté à plusieurs commissariats, que ce soit à Alger, à Béjaïa, à Oran, à Ouargla, dans mes déplacements à différentes mobilisations de ces 25-27 dernières années. Commissariat, oui. Prison, oui. Commissariat, j'avais déjà goûté, mais la prison, c'était la première fois et j'espère la dernière fois, même si l'épée de Damoclès est toujours au-dessus du cou. Abdallah, vous avez fait plusieurs émissions spéciales sur les détenus politiques, sur des figures comme l'opposant politique Karim Tabou, qui vit un isolement très dur, qui est emprisonné depuis septembre 2019, qui devait être libéré la veille de sa libération. Il a écopé de 6 mois supplémentaires de prison. Il y a également le cas du journaliste Khaled Drareni, mais aussi énormément d'anonymes. C'est important que la diaspora n'oublie pas de parler de cette répression. Vous avez créé Radio Corona International, notamment pour ça, pour dénoncer la répression. Vous dédiez d'ailleurs cette radio à tous les otages du régime algérien. Oui, merci de me donner
l'opportunité de parler. En fait, à la base, Radio Corona, c'était, soyons honnêtes, vraiment une radio pour briser un peu le confinement et être au contact de nos compatriotes à travers le monde, que ce soit en Algérie ou ailleurs. L'idée aussi, elle était née juste après la fin, enfin, l'arrêt des manifestations en Algérie. L'idée était née sur Internet de penser de réinventer la révolution au temps de la pandémie. Beaucoup d'initiatives ont été faites. Il y a eu des cinéastes qui ont mis leurs films gratuitement en ligne, des ouvrages, des gens ont commencé à faire des podcasts, des live vidéo, etc. Et moi, j'ai eu l'idée de créer un peu, de créer Radio Corona International pour être un peu une réinvention du Hirak. Et malgré nous, nous sommes devenus à un moment donné le porte-voix des détenus parce que ça a coïncidé avec la pandémie et la pandémie elle a coïncidé avec une répression féroce de la part du pouvoir qui clairement a profité de l'arrêt de Hirak et de la pandémie pour asseoir un peu plus la dictature. Donc voilà comment, j'allais dire malgré nous, on est très content de le faire, mais on aurait bien voulu parler d'autre chose, de poésie, d'amour, de liberté, et on passe notre temps à parler des détenus d'opinion, qu'ils sont là parce que c'est bizarre, mais on n'est plus très nombreux à le faire en termes de médias. En Algérie, les sites internet ou les médias qui sont un peu dans l'opposition du discours officiel sont quasiment fermés. Des sites comme Radio 1, Maghreb Émergent ont été fermés. Des sites comme censurés, on peut dire. Censurés, oui, censurés. Ils ne sont pas accessibles à partir d'Alger. Des affaires en justice pèsent sur eux. Le ministre de la Communication, dans des conférences de presse, menace directement des gens comme El Qadi Ihsan de poursuites judiciaires et d'atteinte à l'autorité de je ne sais qui. Donc les temps sont durs et on s'est retrouvés. On s'est un peu caché au début parce qu'on s'est dit on ne va pas assumer une chose aussi lourde, mais on s'est retrouvés malgré nous à être des rares médias à pouvoir juste rappeler qu'il y a des gens en prison pour leurs opinions. Et c'est considéré comme quelque chose de très subversif. En réalité, c'est tout à fait normal. Alors, vous-même, vous avez éprouvé ce régime. Vous êtes un ancien de la radio publique algérienne, j'expliquais tout à l'heure. Vous êtes passé par la télé privée ensuite. Puis, vous avez quitté l'Algérie en 2014 après une émission qui a déplu à votre employeur et à Saïd Bouteflika, qui était alors un pilier du régime. Aujourd'hui, il est derrière les barreaux. Qu'est-ce qu'il s'est passé? Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui vous est arrivé? Oui, en fait, je travaillais à Dzer TV, qui était une chaîne appartenant à l'oligarque maintenant emprisonné Ali Haddad. Et j'avoue, à l'époque, jusqu'au jour où j'ai eu un problème, on ne m'a jamais embêté. J'avais une émission quotidienne, une sorte de talk show quotidien qui s'appelait Système DZ, qui était très inspiré des talk shows américains et de nulle part ailleurs sur Canal+. Et c'était une émission plutôt libre où je m'occupais du volet un peu politique et éditorial. Et il y avait des chroniqueurs qui parlaient de culture, de société, de tout ça. Et c'était, je me souviens, à l'époque, c'était la campagne électorale pour le 4e mandat. C'était déjà un forcing du clan Bouteflika pour le faire élire encore une fois. Et il y avait eu une initiative qui était née dans la tête des spin doctors de la présidence d'organiser une sorte de clip avec plein d'artistes, de chanteurs, de sportifs et d'acteurs pour chanter à la gloire de Bouteflika. Il s'avère qu'il y avait 2 personnes qui travaillaient avec moi qui ont chanté dans le clip et tout naturellement, le lendemain, je les ai invités pour parler de ça et pour dire pourquoi ils l'avaient fait. C'était pour moi un grand moment de télévision parce que c'était de l'autocritique et les gens s'exprimer librement. À un moment donné, j'ai juste posé une question, est-ce que vous avez été payé pour chanter dans le clip? Et la réponse était oui, nous avons été payés, alors que tout a été monté pour étant oui, tous ces gens chantent bénévolement parce qu'ils adorent notre grand-père Abdelaziz Bouteflika. L'information a fait scandale. Il y avait parmi les artistes l'humoriste Smaïn, la chanteuse Kanza Farah qui était en France. Et du coup, ça a été repris par les médias français qui ne comprenaient pas comment des artistes français pouvaient chanter à la gloire de Bouteflika. Et je pense à l'époque, tous les articles qui ont été faits dans Libération, sur Canal+, et C8 à l'époque, qui ont énervé le régime algérien, parce que le régime algérien déteste qu'on parle de lui en mal de l'étranger. Du coup, c'était ma dernière émission. Le lendemain, j'ai été interdit d'antenne.
Quelques semaines après, j'ai été forcé de démissionner. Mais j'étais très zen parce que mon émission était une émission à succès. Donc, je me suis dit, je vais aller dans une autre chaîne, prendre mon équipe et faire ce que je veux. Et le fait est qu'en fait, le clan Bouteflika et Saïd Bouteflika en personne, je ne sais pas pourquoi il s'est acharné sur moi personnellement, avait appelé toutes les chaînes privées et tous les médias pour dire cet homme-là ne travaillera plus jamais. Et voilà, j'avais 44 ans, j'avais une femme, j'ai toujours une femme et des enfants, et j'ai décidé de partir parce que c'était plus possible. Je ne voulais pas subir ni d'humiliation, ni. Je vous passe les visites quotidiennes des services de sécurité, de la police, de la famille qui se faisait embêter parce que j'ai pas envie de jouer au héros. Je n'ai jamais fait de prison. Il y a des gens comme Hakim qui étaient en prison, qui ont plus souffert que moi. Mais voilà, c'est le quotidien de ceux qui veulent faire leur travail, en fait, c'est tout. Ouais. Vous rappelez qu'il est difficile d'être journaliste aujourd'hui en Algérie et déjà sous Bouteflika. Alors, en même temps, on me dit beaucoup que c'est pire aujourd'hui que sous Bouteflika. Est-ce que c'est le cas? Peut-être, oui, Hakim peut-être pourra vous répondre. Alors déjà, pour les journalistes, Abdallah, pour les journalistes, est-ce que c'est pire? Je pense que c'est différent. Je ne sais pas si c'est pire ou pas, parce que du temps de Bouteflika, il y avait aussi des gens qui étaient emprisonnés, des gens qui sont morts en prison, comme Hakim Tamalt, comme Tamalt et Mohamed Tamalt, etc. Des gens ont été blacklistés, exilés. Donc, le régime est dans son rôle, comme disait Hakim tout à l'heure. Ce qui est pire, c'est qu'à un moment donné, la fenêtre s'est ouverte avec le Hirak. Les ambitions et les aspirations de liberté ont grandi, le peuple est sorti, et là, ça se referme. Donc, de ce point de vue-là, on peut dire oui que c'est pire, c'est pas à la hauteur des aspirations du peuple qui est sorti le 22 février. Oui, après, en termes de statistiques et de répression, je pense que peut-être qu'il y a eu plus d'arrestations ce dernier mois que pendant toute l'ère de Bouteflika, mais néanmoins, en fait, c'est juste une mise à jour du régime. Moi, de mon point de vue, c'est la même chose. Abdallah, Hakim, pardon, vous souhaitez ajouter? Oui, juste, effectivement, ce que vient de dire notre ami Nadoula, sur la question des journalistes, on ne peut pas dire que ce soit pire parce qu'effectivement, il y a d'autres journalistes de l'ère Bouteflika qui ont été mis en prison et qui, certains sont décédés. Il vient de citer Mohamed Tamalt en prison. Mais en tout cas, de manière générale, oui, c'est pire. De manière générale, si on prend la globalité de la répression, oui, absolument, c'est pire. On n'a jamais vu autant de convocations que dans les commissariats, autant de condamnations, autant de mises en mandat de dépôt, ça veut dire en prison, et de condamnations, et de lourdes condamnations jusqu'à 18 mois de prison pour des postes Facebook, pour des posts Facebook. Voilà de quoi on est en train de parler. Ça veut dire que ce n'est pas, entre guillemets, seulement les journalistes, seulement à l'exemple et à l'image de Khaled Rani, qui, pour avoir fait son travail, nous insistons jamais assez là-dessus, est en train de croupir en prison. Donc, ce n'est pas seulement les journalistes, ne sont pas seulement les militants, c'est des citoyens, tout simplement, lambda, qui, parce qu'ils mettent une publication Facebook qui ne plaît pas au sieur un tel ou un tel au sein du régime, qui se retrouvent derrière les barreaux pour une longue durée. Donc oui, c'est vraiment beaucoup plus dur, et c'est particulièrement dans la période du confinement, donc dans la période de M. Tebboune, en l'occurrence, la soi-disant nouvelle Algérie, que c'est tous ces emprisonnements et que toute cette répression sévit. Et bien évidemment, c'est une volonté et une tentative, à mon avis, qui échouera de la part du pouvoir, de faire taire, le retour prochain des marches du Hirak, et non pas du Hirak seulement, parce que le Hirak a continué de d'autres manières, et Radio Corona International en est un très bon exemple. Donc oui, la situation est véritablement pire qu'auparavant en termes de répression, oui. Alors, on va écouter un extrait de RCI, Radio Corona International. Bonsoir, salam alaikum. J'ai une révélation à vous faire. Radio Corona est un complot. Mohamed Zarga. Et comme le Hirak est officiellement béni et qu'il va entrer dans le préambule de la Constitution, je prends la précaution de dire
que Radio Corona est capable de défendre le néo-Hirak. Vous savez, cette chose étrange, cette entité mystérieuse qui nous envahirait insidieusement et qui serait le fait des ONG et des officines étrangères interlopes. Normalement, c'est le moment où Abdallah lance le générique de la fameuse série Les Envahisseurs avec un David Vincent local installé dans le lointain Canada pour défendre la patrie menacée. Alors qu'il cherchait un raccourci que jamais il ne trouva. Et qui, par une nuit sombre, le long d'une route solitaire de campagne... Alors qu'il cherchait un raccourci que jamais il ne trouva. Découvrit sur les routes et les sentiers d'Algérie et sous les savates des marcheurs, des mardis et des vendredis, une infinité de complots. Les envahisseurs. Crier au complot, agiter la main étrangère n'est pas nouveau en Algérie, comme dans de nombreux autres pays soumis à des régimes autoritaires. Mais jusque-là, on ne l'adressait pas, on n'accusait pas les journalistes d'être à la solde de la main étrangère. Là, aujourd'hui, c'est le cas. Le président Tebboune en personne a accusé des journalistes, notamment Khaled Draleni, d'être à la solde de la main étrangère. Qu'est-ce que ça vous inspire, à l'un comme à l'autre? Abdallah? Beaucoup de moqueries, beaucoup d'ironie, comme l'extrait que vous avez montré de Saïd Jafar qui tourne en dérision les théories du complot. D'abord, la théorie du complot existe. Les théories du complot existent partout dans le monde. Les complotistes existent depuis toujours, depuis que Neil Armstrong a marché ou pas sur la Lune, et bien avant, je pense. En Algérie, évidemment, ça existe toujours autant et ça a été brandi ça a été toujours brandi, cette histoire de main de l'étranger, par notamment ceux qui étaient les voisins de prison de Hakim Haddad. Toute la bande de Ouihia et des voleurs qui ont pillé l'Algérie avaient nous accusaient déjà d'être la main de l'étranger. Ce qui est nouveau, en revanche, comme vous l'avez signalé, c'est que les officiels, le président de la République véhicule ça. Dernièrement, et cette semaine, il y a eu un livre qui est sorti, un livre à charge, une théorie de complot totalement ridicule, où Hakim Haddad est accusé de je ne sais quoi. Mais tout ça, c'est normal. Pour moi, ça fait partie de... Je suis un fervent défenseur de la liberté. Tout le monde a le droit de parler. Le fait est que ces théories saugrenues sont relayées maintenant par les médias publics, par les télévisions publiques et les radios publiques. Et ça, franchement, c'est quelque chose de nouveau qu'on n'avait pas vu, avant. Et notre arme, c'est la dérision. Beaucoup de gens nous demandent qui est derrière Radio Corona International. Si vous pouvez juste laisser le plan large, je vais vous montrer qui est derrière Radio Corona International. Vous voyez les trois affiches là. Ce sont eux qui sont les têtes pensantes de Radio Corona. C'est Khaled Drarni en prison pour avoir fait son travail de journaliste. Walid Keshida, 25 ans, en prison pour avoir dessiné des memes et avoir fait de l'humour sur Internet. Et plus bas, on ne le voit pas très bien, c'est Malik Riyahi qui a pris pour 18 mois de prison pour avoir posé des questions sur Internet en posant des questions aux autorités, en demandant des comptes, quoi. Donc voilà les gens qui nous motivent, voilà les gens qui sont nos têtes pensantes et c'est tout. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire sur ce sujet. Merci Abdallah. Hakim, ça vous inquiète? Parce Déjà, que ça ce me n'est pas touche dans le beaucoup dossier d'entendre. judiciaire, typiquement de Khaled Drareni, ce n'est pas dans le dossier judiciaire. Nulle part, il est poursuivi pour être à la solde, pour être un espion à la solde de l'étranger. Est-ce que ça vous inquiète pour la suite? Parce que du coup, c'est une accusation qui revient, qui va revenir et qui va être l'occasion de réprimer encore plus sévèrement. J'espère pas, mais déjà là où ils en sont arrivés, c'est déjà beaucoup. Mais comme vient de dire notre ami Benadouda, c'est une habitude, une ancienne, une vieille habitude. C'est pas nouveau de la part du pouvoir d'utiliser ce genre de méthode, ce genre d'accusation pour essayer de nous faire taire, pour essayer de décrédibiliser l'adversaire. Voilà, même s'il est vrai ces dernières semaines, y compris entre autres avec les tentatives de soi-disant enquêtes qui sortiraient de la part d'intellectuels indépendants, c'est pas nouveau, et on sait qu'ils continueront de la sorte de vouloir nous accuser de tous les maux et de tous les torts pour pouvoir
asseoir leur illégitimité. Donc, nous devons continuer de la sorte, nous devons continuer tel qu'on a commencé en améliorant au fur et à mesure, bien évidemment, et Radio Corona participe à améliorer, c'est pas juste jeter des fleurs, c'est une réalité, la réflexion, les débats, les échanges pour l'avenir. Je pense qu'effectivement, on doit aussi se préparer à une nouvelle étape de répression au moment où ils enlèveront le confinement, parce qu'une très forte demande émane dans la société de la part de la population de la reprise des marches. Certaines marches ont déjà repris malgré des situations de confinement. Donc, il va falloir parer à ça. Nous ne sommes pas si parlons-en rapidement. Du côté de la répression. Parlons-en rapidement, Hakim. Justement, il y a des manifestations, alors certes sporadiques encore aujourd'hui, qui ont éclaté malgré le confinement et l'interdiction de manifester. Je pense notamment en Kabylie. L'autre jour, c'était hier encore à Bouira. Il y a eu une manifestation. Qu'est-ce qui va se passer là? L'Algérie a entamé son déconfinement ce week-end. Les manifestations du mardi et du vendredi vont-elles reprendre? Dans quelles conditions? Vous en parlez entre activistes? Alors, déjà, une précision, il n'y a pas eu l'interdiction de la part du gouvernement, qui que ce soit, c'est des marches, c'est les hirakistes eux-mêmes, c'est le Hirak lui-même qui a demandé à travers et qui a revendiqué et qui a lancé l'appel à la cessation des manifestations du mardi, du vendredi et celles qui commençaient le samedi. C'est donc le Hirak. Oui, mais du fait du Covid, il est interdit de se rassembler. Oui, c'est juste une précision. C'est comme quoi, c'est pour montrer la responsabilité, le degré de maturité des responsables du Hirak et des activistes. Maintenant, effectivement, depuis, il y a eu un petit flottement d'1 ou 2 semaines au début du confinement, mais depuis, les choses se sont organisées, les citoyens se sont organisés. Moi, je dis souvent, c'est les manifestations du Hirak qui ont cessé momentanément, et ce n'est pas le Hirak en lui-même. Le Hirak a pris de nouvelles manières d'être, s'est auto-organisé en fonction de la situation. Il y avait des campagnes de solidarité avec les détenus. Il y avait, certes, pas dans la rue, à travers les réseaux sociaux, il y avait des campagnes de solidarité pour les démunis qui étaient organisées par les hirakistes eux-mêmes, etc. Donc, il y a eu, je ne veux pas trop tarder à montrer plein d'exemples, mais il y a eu plein de choses qui ont fait perdurer l'esprit du Hirak, tout du moins. Donc, oui, depuis quelques semaines, 2-3 semaines, on voit quelques petits rassemblements, quelques rassemblements, quelques manifestations qui ont lieu dans certaines régions d'Algérie, essentiellement le centre et la Kabylie, effectivement. Et il y a une très forte demande de la part des gens, et ce n'est pas une vue de l'esprit. Moi, je l'entends tous les jours, je le lis tous les jours, que les gens reviennent à la rue pour appuyer encore plus les revendications qui étaient les nôtres et qui restent les nôtres, celles de la révolution du 22 février de 2019, la révolution démocratique que nous sommes et que nous n'avons pas encore arrêté de mener. Donc, moi, je suis optimiste. Il y a des initiatives qui se prennent, il y a des réunions à travers des rencontres qui ont lieu entre les collectifs de citoyens, entre des associatifs, entre des intellectuels, des partis politiques regroupés dans le PAD, qui s'appelle le PAD, qui se rencontrent, etc. Donc la situation n'est pas figée. Il y a de la réflexion, il y a des idées, il y a des échanges, il y a de la maturité qui est en train de se faire. Il y a les journalistes comme nos amis de Maghreb émergent, comme d'autres qui s'organisent également en vue, je l'espère, de la prochaine étape. Nous n'en avons pas fini avec ce régime, en tout cas, il n'en a pas fini avec nous. Il y a de la résistance. Abdallah, je me tourne à nouveau vers vous. Ce n'est pas anodin, je ne l'avais pas encore signalé, mais vous diffusez 2 soirs par semaine, pas n'importe quel jour. Vous diffusez le mardi et le vendredi pour être, j'imagine, dans la continuité du Hirak. Alors, vous l'appelez Radio de la fin du monde, Radio Corona International. Moi, je voulais vous demander si ce n'était pas plutôt la radio du nouveau monde. Oui, c'est... Le slogan, c'est la radio de la fin du monde, mais dans l'introduction, je dis toujours c'est la radio de la fin de leur monde et c'est la radio de la fin d'un monde aussi. Donc la radio de la fin du monde, au début, c'était une boutade pour dire de toute façon, on va tous mourir, donc autant s'aimer et communiquer entre nous. Mais c'est plutôt la radio de la fin de leur monde. Et le choix du mardi et du vendredi, évidemment, c'est un hommage aux 2 journées phares de la Révolution.
Mais comme l'a dit tout à l'heure Hakim, et comme le pensent tous les gens qui soutiennent le Hirak, ce n'est pas uniquement des marches. Le Hirak, c'est un esprit, c'est un projet de société. Il y a quelques jours, nous avons consacré une émission entière au féminicide en Algérie. Il faut savoir qu'il y a eu 21 femmes qui ont été assassinées parce qu'elles sont femmes depuis le 1er janvier 2020. Et le dossier a été, moi je n'ai fait que relayer l'information, le dossier a été monté, présenté et préparé par deux jeunes femmes qui s'appellent Wiam et Nariman, qui ont 24 ans, qui sont des féministes convaincues, qui ont fait un véritable travail de fourmi. Et c'est aussi le fait que ce soit des jeunes filles de 24 ans, c'est aussi une des émanations du Hirak. Donc même quand on ne parle pas des marches ou des manifestations, le Hirak a fait naître quelque chose de nouveau et nous sommes très très contents de pouvoir en parler. Voilà. Et il n'y a en effet aucun sujet tabou et le féminisme a toute sa place. Les luttes féministes d'aujourd'hui ont toute leur place dans cette radio et il faut le saluer. Alors vendredi, vous avez une idée du programme? On doit faire une réunion. Une réunion de rédaction 2.0 dans un moment, si la connexion le permet. Donc, dès la fin de cette émission, on va se briefer avec… Mais une chose est sûre, on va essayer, parce que c'est l'été, de rire un peu, de beaucoup s'amuser. Et on prépare un scoop, enfin, ce n'est pas un scoop, mais… Hakim sait que la dernière semaine du mois de juin est une semaine marquée par beaucoup de commémorations, la commémoration de l'assassinat de Ma'toub Lounès, le chanteur, et de Mohamed Boudiaf aussi. Et on va consacrer la deuxième quinzaine du mois de juin aux questions mémorielles, aux mémoires avec S, à la mémoire collective, à la mémoire individuelle. Donc, à travers Ma'toub, à travers Boudiaf, nous allons nous questionner sur nos mémoires. Merci à tous les deux, en tous les cas, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je vous renvoie, chères spectatrices et spectateurs, vers RCI, la radio de la liberté, la radio de la liberté des femmes et des hommes libres en Algérie et au-delà du fait de la diaspora. L'émission est diffusée, donc je le disais, le vendredi et le mardi à 22h30, heure de Coléa, Oran, Alger, et sur SoundCloud et Facebook. Vous trouverez, je mettrai un lien également dans l'article. Hakim Haddad, merci à vous d'avoir été également avec nous, en espérant que cette épée de Damoclès ne vous renvoie pas à nouveau derrière. En tout cas, ne nous fait pas peur. En tout cas, ne nous fait pas peur, on continue, on n'est que dans le positif. Et saluons votre engagement à tous les deux. Merci, à très bientôt. Nous reviendrons prochainement évoquer la question de l'Algérie dans À l'air libre, et notamment la question des débouchés politiques dont nous avons un petit peu discuté avec Hakim. À très bientôt. Je laisse la place maintenant à Usul et Cotentin, que je ne présente plus. Tu m'entends? Ouais. T'as vu Alliance, le syndicat de police, là, qui dit à Castaner, ouais, nous on veut bien arrêter d'étrangler les gens, mais en échange, on voudrait des pistolets électriques. Non mais n'importe quoi, hein. Ils croient quoi, là, le rapport de force, il a changé, ils auront pas leur nouveau jouet, c'est fini ce temps. Si, en fait, Castaner, il a déjà accepté de leur donner leur pistolet, là. Ah merde. Salut à toi, jeune entrepreneur. Tu es de gauche tendance Twitter et tu voulais faire rire tes amis rétifs aux injonctions patronales? Eh bien, sans nul doute, hier, tu as partagé cette vidéo. Salut à toi, jeune entrepreneur. Alors, si aujourd'hui je me permets de te contacter, c'est pour une raison très simple. Savais-tu que 95% de la population détenait 5% des richesses? Alors, est-ce que tu veux en faire partie? Il faut que tu te poses les bonnes questions. Bon voilà, c'est instantanément devenu un classique, hein, vous en doutez. Est-ce que tu préfères faire pitié et prendre le bus tous les jours, ou commencer très rapidement à faire de l'argent avec moi grâce à ton téléphone et pouvoir peut-être acquérir ce genre de véhicule haut de gamme? Moi, je pense que la question, elle est vite répondue. Alors, soit tu me suis, soit tu vas demander de l'argent de poche à ta grand-mère pour aller au resto. Les gens ont commenté le pantalon trop serré, la posture, l'élocution, le discours poignant sur les inégalités, et puis ce move de fin, là, et la réaction des cyclistes. Merci bien pour les ballons. Super, hein.
Fais le bon choix. Bisous. Alors c'est pas la première fois qu'une vidéo d'entrepreneur suscite l'hilarité sur les réseaux. Souvenez-vous de Théobald de Bensman. Qui ça? Le gars de Sheffing, là, avec sa culture d'entreprise de psychopathe. Construire une grande boîte, c'est un combat, et âme sensible s'abstenir. Là, le décalage était marrant parce que Théobald, il affichait des valeurs travail très fortes. Hein. Bonjour à tous, je m'appelle Théobald de Bensman, je travaille comme un malade et j'attends de tout le monde qu'il soit à fond la caisse. Et puis voilà, derrière la fable méritocratique, quand tu grattes un peu, bah, tu trouves toujours la même arnaque. En termes d'entrepreneuriat, j'ai l'immense chance et aussi la pression, il faut le dire, de venir d'une famille où les valeurs et la tradition entrepreneuriale sont très fortes. Mon père et son frère, donc mon oncle, ont créé la grosse SS2I Devoteam. J'ai un cousin qui est le fondateur de la superbe start-up de jus de légumes Yumi. Et j'ai un autre cousin qui a fondé... Oui, mais là, avec JP, c'est pas exactement le même profil, c'est pas la même philosophie. Moi, je pense que la question, elle est vite répondue. Et n'oublie pas que moi, je viens du même milieu que toi. Du coup, on se pose des questions. C'est quoi ce costard? D'où viennent ces bagnoles? Parce qu'il en a une différente à chaque vidéo. Quel est son secret? Ces questions, les membres du groupe Nurshi de flexibilisation du marché du travail se les sont posées aussi. Et ils sont même allés jusqu'à interviewer ce fameux JP. Ouais. Pardon, je m'excuse. Le cadrage n'est pas bon. Première info, dans cette interview, on apprend que si son costume a l'air mal taillé, s'il a l'air boudiné dedans, c'est parce qu'en fait il fait beaucoup d'exercices et voilà, il va à la salle quoi. Et de temps en temps il prend de la masse et au cours d'une même semaine il peut devenir tout gros ou faire une sèche et perdre un peu, donc c'est pas facile quoi. Ouais, j'ai le même problème. Hein. J'imagine bien. Puis deuxième info, on apprend d'où lui viennent toutes ces voitures. Ou par exemple comme moi, j'ai un abonnement premium de voitures de location. Mais là où ça devient troublant, c'est quand on comprend que ce jeune entrepreneur a de l'autodérision et qu'il joue un peu un personnage. Est-ce que tu pourrais me dire tout d'abord à propos du style, quelle taille fait ton pantalon et est-ce que c'est du sur-mesure? Évidemment, c'est du sur-mesure. La question n'est pas vite répondue étant donné qu'elle se pose même pas. Et là, on voit direct qu'il ressort son fameux slogan « La question est vite répondue ». Il a l'air de jouer le jeu, de se conformer au personnage qu'il est devenu sur Internet. Hier, Cyprien, un des plus gros youtubeurs français, avait sobrement posté cette phrase devenue culte « La question est vite répondue ». Et il semble que JP ait compris qu'il fallait en jouer. Il a même fait de la surenchère. Donc toujours à propos du succès, combien de voitures faut-il posséder ou louer pour être heureux? Moi, je pense que la question elle est vite répondue. Sincèrement, moi, je dirais 7 voitures minimum par personne. Et nous, on a voulu avoir plus d'infos sur les coulisses de cette interview exceptionnelle, donc on est allé discuter avec les gars qui tiennent ce Nurshi, là, Flexiglass. Ça a commencé quand on a vu ces vidéos sur le groupe, on l'a vu dans le filtre, on s'est dit mais qu'est-ce que c'est que cet ovni? Le mec est incroyable et il est vraiment tout ce qu'on adore, il incarne vraiment la quintessence du flex. Il n'était pas du tout en train de mal prendre le fait qu'on rigole de lui, il était en train limite d'enrichir. Il avait même dit la question est vite répondue, donc en fait il réutilisait son même gag d'avant quoi. Et on leur a demandé du coup comment il fallait prendre le personnage, est-ce qu'il est sérieux et qu'est-ce qui se passe si on le contacte pour réussir? Donc moi je me demande s'il est pas dans un entre-deux de... il essaie de lancer un business un peu foireux et si jamais ça marche pas c'était une vanne et s'il y a quand même des mecs qui lui envoient des mails et qui peut leur prendre des sous, il le fait tu vois. Il y a des choses qui n'étaient pas une blague à l'origine, qui sont devenues des blagues. Je pense que la question vite répondue, il a dit au début de manière naturelle, il a vu que ça faisait rire, il a été hyper astucieux, il l'a utilisé et c'est devenu son trademark un peu. Pareil le bisou, dans la première vidéo il enchaîne un peu contacte-moi, vas-y bisou, de manière pas très contrôlée. Contacte-moi, oublie pas, bisous. Et après toutes ces autres vidéos, bah, c'est un de ses leitmotifs. Donc je pense qu'il y a eu un renversement et certaines de ses erreurs sont devenues un peu ses trademarks. Et ça explique pourquoi il a gardé les cyclistes à la fin, parce que c'est un sketch ça. Ouais, il a conscience qu'il est devenu un mème et il va capitaliser dessus en continuant de jouer ce personnage qui fait le buzz. Voilà, parce que derrière il a chopé quand même plein d'abonnés, il peut tout à fait devenir un influenceur avec un peu de second degré mais avec des jolis costumes. On voit quand même qu'il force un peu le trait et qu'il joue un peu un personnage dans ses interviews. Moi, je doute même de l'existence d'un business parce que tu vois, il a même pas profité du fait qu'il était exposé sur le groupe pour en parler ou pour ramener les gens quoi. Ouais. C'est étonnant ça, ouais. Il aurait pu se saisir de l'interview pour essayer de vendre son truc et il l'a pas fait du tout, il s'en foutait, il voulait juste déconner. Nous aussi on l'a contacté pour avoir une interview mais on n'a pas eu de réponse. On a aussi essayé l'adresse mail pour en savoir plus sur sa méthode mais pareil, en tout cas on n'a pas été vite répondu. Sincèrement mes jeunes entrepreneurs, déjà la première chose, portez un costard. Portez un costard et vous aurez 30% de chances supplémentaires de réussir. Bonjour, je suis François Billy Martingale et je pratique la statistique en amateur. Conclusion, pour arrêter d'être pauvre, faut déjà arrêter de ressembler à un pauvre, ça a l'air d'être le cœur de la méthode. Ouais, mais finalement, ce gars, il a quand même l'air beaucoup plus sympa que Théobald de Sheffing. La première chose sur quel genre de boss je suis, c'est déjà que je suis le boss. Ah non, mais lui, j'espère que sa boîte, elle s'est pété la gueule pendant le confinement. Ouais, il va devoir aller demander des sous à son père, le pauvre.
Bah, grosse enquête, hein, c'est assez d'investigation pour aujourd'hui, je crois. Ouais, on peut s'arrêter là. Et puis vendredi, on fera un truc plus simple, hein. Les bistrots, c'est pas mal. Je vais aller enquêter dans les bistrots, moi, pour voir un peu. Bisous. Merci Usul et Contentin. Salut Rachida, à bientôt dans À l'air libre. Salut Fabien, on se revoit bientôt. Ça marche, je vous rappelle les deux adresses que vous commencez à connaître pour nous écrire à l'airlibre@mediapart.fr. Ça, c'est l'adresse qui est dévolue à vos témoignages sur anciennement le confinement et surtout ses suites sur l'actualité du moment. covid@mediapart.fr, ça c'est pour vos informations, vos documents d'intérêt général qui peuvent nous intéresser. N'oubliez pas, Mediapart tient sa vitalité et son indépendance de ses abonnés, donc n'hésitez pas à faire un tour sur notre site et à nous tester. Rendez-vous demain pour un nouveau numéro d'À l'air libre.